Aux premières heures du 1er juin 2009, au-dessus des vastes étendues de l'océan Atlantique, un Airbus A330 entre dans un décrochage aérodynamique sévère. La confusion monte dans le cockpit et l'équipage lutte pour reprendre le contrôle. Les 228 passagers et l'équipage de cabine terrifiés échangent des regards d'horreur. L'avion perd dangereusement de l'altitude. Le système d'avertissement de proximité du sol retentit dans la cabine et l'appareil se dirige vers l'eau. Les actions d'un seul homme dans le cockpit sont au cœur de cette tempête. Le 31 mai 2009, la mégapole bouillonnante de Rio de Janeiro se préparait à dire au revoir à un autre vol international. À 19h29, heure locale, le vol 447 d'Air France décollait de l'aéroport international principal de Rio, opéré par un Airbus A330, transportant 216 passagers et 12 membres d'équipage, portant le total à 228 âmes à bord. Ce gros porteur, lancé par Airbus en 1994, était devenu l'un des plus populaires au monde, connu pour sa technologie avancée de commande de vol électrique qui, selon de nombreux pilotes, faisait que l'avion volait presque tout seul. Le vol devait parcourir plus de 9200 km, avec un temps de vol estimé à 10h30. Jusqu'à sa destination finale, Paris. Aux commandes se trouvaient 3 pilotes. Le commandant Marc Dubois, 58 ans, un vétéran avec 10 988 heures de vol, dont 6 258 en tant que commandant, incluant 1700 heures sur l'Airbus A330. Le copilote Pierre-Cédric Bonin, 32 ans, avec 3300 heures, dont 807 heures sur l'Airbus A330. Il avait effectué 5 rotations dans le secteur de l'Amérique du Sud depuis son arrivée dans la division A330, A340 en 2008. Et le pilote de relève, David Robert, qui avait rejoint Air France en juillet 1998 et avait 6547 heures de vol, dont 4479 heures sur l'Airbus A330. Lorsque l'avion a décollé, aucune des 228 âmes à bord n'aurait pu imaginer le destin qui les attendait. Alors que le vol 447 montait à son altitude de croisière de 10 668 mètres, les systèmes d'automatisation avancés ont pris le relais. L'itinéraire, les calculs de carburant et les données de performance avaient tous été méticuleusement programmés dans l'ordinateur de vol. Avec le train d'atterrissage rentré et le pilote automatique engagé, les pilotes se sont installés pour ce qui aurait dû être une traversée transatlantique de routine. Vers 1h00, temps universel coordonné du 1er juin, environ 5h30 après le début du vol, l'appareil croisait normalement au niveau de vol 350. La température extérieure était d'environ moins 40 degrés Celsius, typique pour cette altitude. Cependant, l'avion s'approchait d'une zone difficile, connue des météorologues sous le nom de zone de convergence intertropicale. La zone de convergence intertropicale est une bande encerclant la Terre près de l'équateur, connue pour ses orages violents. En cette nuit fatidique, des nuages cumulonimbus imposants se profilaient dans l'obscurité, leur sommet s'étendant bien au-dessus de l'altitude de croisière de l'avion. À minuit, l'équipage avait reçu des informations météorologiques sur l'activité convective dans cette zone, une occurrence normale pour cette période de l'année. Alors que le vol 447 approchait de la zone de convergence intertropicale, un changement significatif s'est produit dans le cockpit. À 1h52, le commandant Marc Dubois a quitté son siège pour une pause repos programmée, une pratique courante sur les vols long courriers. Le pilote de relève David Robert a pris le siège du commandant.
tandis que le copilote Pierre-Cédric Bonin, le moins expérimenté des trois, a été désigné comme pilote aux commandes. Juste après 2 heures, avant que le commandant Dubois ne se retire dans l'espace de repos de l'équipage, un bref mais crucial échange a eu lieu entre les trois pilotes. Ils ont discuté de la turbulence modérée dans la zone et ont noté qu'une montée à une altitude plus élevée n'était pas possible actuellement en raison des conditions de température. Ils ont également mentionné la difficulté à établir une communication avec le contrôle du trafic aérien de Dakar. Cette dynamique du cockpit, avec le pilote le plus expérimenté partant et le moins expérimenté prenant le contrôle, s'avérerait cruciale dans la crise qui allait se dérouler. Alors que les conditions météorologiques se détérioraient et que la crise commençait à se dérouler, cette configuration d'équipage est restée en place. L'absence du commandant expérimenté et l'affectation du pilote le moins expérimenté au rôle de pilotage auraient des conséquences de grande portée dans les moments critiques à venir. Lorsque le vol 447 est entré dans la périphérie du système orageux à 2 heures UTC, l'atmosphère dans le cockpit est restée calme. Le pilote automatique et l'autopoussé étaient tous deux engagés, une procédure standard pour cette phase du vol. Les pilotes ont observé la formation de cristaux de glace sur le pare-brise, un phénomène connu sous le nom de feu de Saint-Elme, une décharge électrique visible sur les surfaces de l'avion. Bien que non considéré comme dangereux, cela indiquait la présence d'orage dans la zone. À 2h06, anticipant des turbulences, les pilotes ont informé un membre de l'équipage de cabine de possibles secousses à venir. 2 minutes plus tard, à 2h08, ils ont engagé le mode d'évitement météo du pilote automatique, déviant à gauche de leur trajectoire prévue pour contourner le pire des turbulences. Cependant, les conditions météorologiques se sont rapidement détériorées. La température extérieure a chuté à moins 40 degrés Celsius et le bruit de la glace et de la grêle frappant le pare-brise de l'avion est devenu audible dans le cockpit. À l'insu des pilotes, ce givrage extrême a eu un effet critique. Il a provoqué le gel des tubes de pitot de l'avion, instruments cruciaux pour mesurer la vitesse aérodynamique. À 2h10, les tubes de pitot gelés ont commencé à envoyer des relevés de vitesse erronés aux instruments du cockpit. Ces grandes fluctuations dans la vitesse rapportée ont déclenché la déconnexion du pilote automatique, transférant le contrôle au pilote. À ce moment-là, à part le problème temporaire des tubes de pitot, il n'y avait rien de fondamentalement défectueux dans l'avion. Tout ce que les pilotes devaient faire était de maintenir un vol stable manuellement jusqu'à ce qu'ils sortent de l'air turbulent et que les relevés de vitesse redeviennent normaux. Mais ce qui s'est passé ensuite allait mettre l'avion en grave danger. Pour des raisons qui déconcerteraient les enquêteurs, le copilote Bonin, maintenant aux commandes, a tiré sur son mini-manche latéral. Cette action a fait cabrer le nez de l'Airbus A330 à plus de 10 degrés, provoquant une montée rapide. En quelques instants, le vol 447 approchait les 11 582 mètres, 914 mètres plus haut que son altitude assignée. À 2h11, à peine une minute après la déconnexion du pilote automatique, l'avertissement de décrochage a retenti dans le poste de pilotage. Malgré cela, le copilote Bonin a continué à tirer sur son mini-manche. La vitesse réelle de l'avion chutait précipitamment, même si les tubes de pitot recommençaient à fournir des informations correctes. L'Airbus A330, maintenant dangereusement lent et avec son nez fortement cabré, a commencé à chuter alors qu'il entrait dans un décrochage aérodynamique. Pour comprendre la situation désespérée à laquelle le vol 447 faisait maintenant face, nous devons approfondir le concept de décrochage aérodynamique. Ce phénomène est souvent simplifié comme la perte de portance d'un avion due à une vitesse trop faible. Bien que cette explication ne soit pas incorrecte, elle omet des détails cruciaux sur la physique du vol. Commençons par les bases. En vol stable, 4 forces agissent sur un avion. La poussée le propulse vers l'avant, la traînée le pousse vers l'arrière, le poids le tire vers le bas, et la portance le pousse vers le haut.
Pour les avions plus lourds que l'air, comme l'Airbus A330, générer une portance suffisante est crucial pour contrecarrer le poids de l'avion. La portance est principalement générée par les ailes. Lorsque l'air s'écoule sur la forme spécialement conçue de l'aile, appelée profil aérodynamique, il crée des zones de basse pression au-dessus et de haute pression en dessous. Grâce à un principe connu sous le nom d'effet Coanda, l'air s'écoule étroitement sur le dessus de l'aile, accélérant à mesure qu'il est comprimé. Cet air accéléré est forcé vers le bas au-delà du bord de fuite de l'aile. Pendant ce temps, l'air à plus haute pression sous l'aile est également forcé vers le bas, poussant collectivement l'avion vers le haut. Il est crucial de comprendre qu'un décrochage peut se produire à n'importe quelle vitesse ou attitude. Il y a un point critique où l'écoulement d'air ne peut plus suivre la surface supérieure de l'aile de manière lisse. Lorsque cela se produit, l'aile perd sa capacité à générer une portance suffisante et l'avion entre en décrochage aérodynamique. Le facteur clé est l'angle d'attaque. Lorsqu'un avion décroche, la seule façon de récupérer est de réduire l'angle d'attaque en abaissant le nez, permettant aux ailes de retrouver leur propriété génératrice de portance. Ceci nous ramène à l'erreur critique commise dans le cockpit du vol 447. Alors que l'avion montait et que sa vitesse diminuait, le copilote Bonin a continué à tirer sur le mini-manche, augmentant l'angle d'attaque au-delà du point critique. L'avertissement de décrochage a retenti, mais dans la confusion du moment, sa signification a été mal comprise. Au lieu d'abaisser le nez pour réduire l'angle d'attaque et regagner de la portance, Bonin a maintenu l'avion dans une attitude nez haut. Cette action, combinée à l'air raréfié en haute altitude, fournissant moins de densité pour la génération de portance, a piégé l'Airbus A330 dans un décrochage aérodynamique profond, dont il ne se remettrait pas. À 2h12, à peine 2 minutes après le début de la crise, le vol 447 descendait à un taux alarmant de plus de 3000 mètres par minute. Les pilotes, toujours aux prises avec des lectures d'instruments contradictoires, ont appliqué la poussée maximale. Cependant, avec le nez de l'avion toujours cabré, cette action a peu fait pour atténuer le décrochage. La confusion s'intensifiait et le capitaine Dubois a été appelé dans le cockpit. Les pilotes ont mal interprété les avertissements de l'avion, croyant qu'il volait trop vite, alors qu'en réalité, il manquait de la vitesse avant nécessaire pour que les ailes génèrent de la portance. Pendant cette descente rapide, l'avion a viré à droite, tournant pour faire face à l'ouest. Dans l'obscurité de la nuit, les pilotes n'avaient aucune référence visuelle à la mer ou à l'horizon en dessous. À 2h13, avec seulement 3000 mètres d'altitude restant, le copilote Bonin était toujours aux commandes, gardant l'avion à cabrer à l'insu des pilotes. Ils étaient maintenant à moins d'une minute de l'impact. Un moment de réalisation horrifiante est survenu à 2h13:40 lorsque le copilote Bonin a dit « J'ai eu le manche en arrière tout le temps ». Le commandant Dubois, qui avait été rappelé dans le cockpit, a finalement compris la situation désespérée. David Robert, assis dans le siège de gauche, a demandé le contrôle à Bonin et a poussé le nez vers l'avant. Mais avec seulement 1800 mètres restants et toujours en chute rapide, il était trop tard pour récupérer. À 600 mètres, le système d'avertissement de proximité du sol a fait retentir son alerte menaçante. Les pilotes, semblant avoir abandonné, sont tombés dans le silence. À 2h14:27, les enregistreurs de vol ont cessé de fonctionner alors que le vol 447 d'Air France plongeait dans l'océan Atlantique, emportant avec lui les 228 vies à bord. La disparition du vol 447 a immédiatement déclenché les sonnettes d'alarme. À 4h du matin, le contrôle du trafic aérien à Dakar, au Sénégal, a remarqué l'absence de l'avion. Les tentatives de contact avec l'appareil se sont avérées vaines. À l'aube du 1er juin 2009, Air France a dû faire la sinistre annonce que le vol 447 était présumé perdu. Les efforts de recherche ont commencé immédiatement. L'armée de l'air brésilienne repérant d'abord des débris d'épave, y compris la dérive de l'avion. Cependant,
La majorité de l'avion gisait caché au fond de l'Atlantique. Il faudrait près de 2 ans, jusqu'en avril 2011, pour que l'épave principale soit localisée et les enregistreurs de vol récupérés. L'opération de récupération a réussi à retrouver les restes de 154 personnes à bord, mais 74 n'ont jamais été retrouvés, à jamais perdus dans les profondeurs de l'océan. Lorsque les enquêteurs ont finalement analysé les enregistreurs de vol, la vérité est devenue douloureusement claire. Le vol 447 d'Air France s'était écrasé en raison d'une série catastrophique d'erreurs de pilotage, exacerbées par des lectures d'instruments confuses dans des conditions météorologiques sévères. Les enquêteurs ont plus tard supposé qu'un déséquilibre dans la dynamique de pouvoir entre les deux pilotes restants aurait pu contribuer à l'accident. Le rapport officiel a souligné que malgré la mise en œuvre de pratiques de gestion des ressources de l'équipage, la situation qui était sur le point de se dérouler révélerait des lacunes significatives dans la capacité des pilotes à travailler efficacement ensemble sous pression. L'accident a mis en lumière plusieurs problèmes critiques dans l'aviation moderne. Dépendance excessive à l'automatisation. L'accident a soulevé des inquiétudes quant au fait que les pilotes deviennent trop dépendants des ordinateurs de bord, ce qui pourrait éroder leurs compétences de pilotage manuel. Lacunes dans la formation. Il a mis en évidence la nécessité d'une meilleure formation pour gérer les décrochages à haute altitude et récupérer d'attitudes inhabituelles, en particulier dans des modes de vol dégradés lorsque l'automatisation échoue. Gestion des ressources de l'équipage. La confusion et le manque de communication claire dans le cockpit ont souligné l'importance d'un travail d'équipe efficace et de la prise de décision sous pression. Conception des instruments. L'incident a suscité une révision de la manière dont les informations critiques sont présentées aux pilotes, en particulier pendant les situations de crise. Suite à l'enquête, des recommandations ont été formulées pour améliorer la formation des pilotes, en particulier dans les compétences de pilotage manuel et la gestion des décrochages à haute altitude. L'accident du vol 447 reste l'accident le plus meurtrier, impliquant un Airbus A330, et le pire de l'histoire d'Air France. Cette tragédie sert de rappel solennel de l'importance cruciale de la formation des pilotes, de la communication claire et de l'équilibre délicat entre le jugement humain et l'assistance technologique dans le monde complexe de l'aviation moderne. Chers spectateurs, nous aimerions connaître votre opinion sur cet incident dans les commentaires. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne.